Bienvenue au Polysécure, épisode plus technique, cette fois-ci en solo. Je pense que je suis en train d'y prendre goût, en tout cas minimalement je m'essaie dans différentes façons. Donc pour donner suite à l'épisode que j'ai enregistré avec Emeline sur les logiciels de visioconférence chiffrés et ainsi de suite, chiffrés. Les sécurités qui est associées à ces logiciels-là. Je suis tombé sur un article de blog de Signac qui expliquait comment ils sont arrivés à développer leur système de visioconférence à 40 personnes chiffrés bout en bout. Donc, on va aborder ces éléments-là. Je vais décortiquer les différents éléments. Puis, à partir de là, on ira peut-être plus loin puis on va explorer un peu de tous les avantages et comment ils ont réussi à livrer la marchandise sur la protection finalement bout en bout. Le premier élément que je définis qui est important, c'est qu'est-ce que le chiffrement bout en bout. Essentiellement, le chiffrement bout en bout, c'est-à-dire que tout le long de la communication, il n'y a personne qui est capable de voir le contenu de la dite communication. C'est-à-dire qu'il n'y a pas personne qui va intercepter ou le faire, qui va être capable de réussir à faire quelque chose. C'est très important puisque des systèmes comme Teams, par exemple, ou Meet, ou Zoom dans les versions non chiffrées, bout en bout. Le contenu de la séquence vidéo est mis sur un serveur. Ce serveur-là remanipule, donc voit le contenu de la communication. Dans un contexte de bout en bout, le serveur ne le voit pas. C'est un élément très, très important. Puis l'autre façon de le voir, puis peut-être de l'expliquer de façon imagée, essentiellement une communication chiffrée standard, TLS, comme on voit avec une communication web, par exemple, c'est comme utiliser un camion blindé pour transporter quelque chose de valeur, d'un point A à un point B. Donc, de ma machine à un serveur et du serveur vers ma machine. Sauf que le contenu de ce camion-là est accessible aux gens qui transportent, qui manipulent le camion, qui conduisent le camion. Donc, de cette façon-là, ces gens-là sont capables de voir. Généralement, on va voir ça par des reverse proxy ou des proxys d'organisation qui vont être capables de casser de certaine façon le chiffrement pour être capable de voir le contenu. Généralement pour des raisons légitimes, c'est-à-dire de faire de l'inspection de sécurité, mais parfois comme de façon illégitime pour justement intercepter des informations pertinentes qui pourraient être sensibles. Donc le chiffrement bout à bout, ce qu'il fait, c'est comme prendre un coffre-fort que ça, le destinataire connaît la combinaison et qu'on met dans un camion blindé. Fait que les personnes qui conduisent le camion ne peuvent pas voir le contenu de la communication ou du contenu du coffre-fort finalement. Il y a juste la personne de destination. Fait que ça nous permet quand même un niveau de sécurité supérieur. Puis c'est pour ça que c'est tant recherché. Technologiquement parlant, c'est beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre, mais les plupart des logiciels comme Signal l'utilisent abondamment. Certains autres logiciels aussi, je pense comme Trema aussi l'utilisent abondamment. Mais d'autres systèmes comme plus connus comme WhatsApp l'utilisent plus ou moins ou des éléments comme ça. Donc, puis en vidéo, c'est encore plus compliqué. Puis c'est ça qu'on va voir un peu dans les explications là, qui s'en suivent. L'autre élément qui est important de définir, c'est comme le rôle du serveur dans les communications. Parce que dès qu'on parle d'une communication multi-personnes, il nous faut un point central ou un point de chute. Ce qui avait été popularisé comme mot comme un réflecteur. Ça avait été popularisé dans les années 90 par CU-CMI, justement, qui est un espèce de serveur central. Prend tous les flux vidéo qui les redistribue à toutes les personnes qui participent à la conférence vidéo. Donc, dans un cas de 1 à 1, c'est facile, c'est une personne à l'autre. La communication est directe. Puis derrière, le chiffrement bout en bout est beaucoup plus facile ou peut-être moins, même à la limite moins nécessaire parce que la probabilité qu'il y ait un serveur tiers qui voit le contenu n'est pas là. Ce qui arrive, c'est qu'ensuite, toutes ces communications-là des différents intervenants dans une rencontre aboutissent sur le serveur de ce cas-ci. Généralement, c'est ça qui est tout à fait intéressant aussi, parce que c'est généralement toutes des technologies basées sur WebRTC, qui est un protocole ouvert pour faire ce genre de choses-là d'ailleurs, qui est largement utilisé. On le voit dans certains comme Jitsi, dans des logiciels gratuits. On le voit dans 8x8, qui est un fournisseur de services de téléphonie, mais qui l'utilise pour faire de la visio. On l'utilise aussi, je crois que si je ne me trompe pas, Microsoft Teams utilise une partie de WebRTC pour son protocole en dessous, donc c'est largement utilisé. Et dans le cas de Signal, c'est WebRTC qui est utilisé en dessous pour tout le fonctionnement de la visioconférence qu'on ne rentrera pas, qui est quand même assez complexe. Donc, essentiellement, il faut que toutes les communications arrivent à une place pour être redirigées. Il y aurait d'autres méthodes comme une façon ça, c'est la façon Teams standard, c'est-à-dire que
le serveur remixe, c'est-à-dire que toutes les communications aboutissent sur le serveur remixe l'ensemble et il renvoie une image unique à tout le monde. C'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est comme si on regardait la télé, c'est une chose qui a été forcée par le serveur. Donc, c'est pas des différents éléments. Si on va dans un contexte mesh, c'est-à-dire que chaque personne envoie à toutes les autres personnes, c'est excessivement consommateur en bande passante parce que si je parle à 40 personnes, c'est-à-dire qu'il faut que je diffuse ma vidéo à 40 personnes et ces 40 personnes-là vont m'envoyer leur vidéo que je vais mixer finalement localement sur ma machine. Donc, en termes de bande passante, si on veut des qualités de vidéo intéressantes, ça devient astronomique comme utilisation. Et le dernier, puis celui qui a été utilisé par Signal justement pour réussir à atteindre l'objectif, c'est-à-dire c'est comme un mode de réflexion hybride, c'est-à-dire que toutes les communications atteignent le serveur chiffré. Et une fois qu'ils sont atteintes là, c'est là le serveur reprend le flux chiffré et redirige dans pas nécessairement dans ce cas-ci, pas un flux remixé parce qu'il ne peut pas, mais il va renvoyer des informations au destinataire. À ce moment-là, on a un ensemble plus restreint d'informations qui est envoyé. Donc, de là, on est capable de réussir à lever un peu la stratégie de communication chiffrée de bout en bout et qui demeure invisible au serveur, qui lui ne fait que relayer et reprendre des informations nécessaires. Puis aussi la magie qui est associée avec ça, parce que là, on n'est pas capable d'intervenir au niveau serveur sur la qualité du flux. C'est que là, ça l'oblige par ailleurs à chaque client à envoyer plusieurs qualités de flux pour justement faire pallier à différents éléments de fluctuation réseau des destinataires. Donc ça, c'est la stratégie qu'ils ont utilisée. Signal a réécrit certaines parties du protocole puis certains éléments, justement parce qu'il faut la détection de congestion puis comment tous ces éléments-là se mettent en œuvre. Mais cela étant dit, ils ont trouvé une façon d'amalgamer ça tout en respectant le chiffrement bout en bout qui est dans le fond qui est l'objectif dans ce cas-ci, justement parce qu'on ne veut pas que quelqu'un puisse intercepter nos communications, puis c'est vraiment ça le nerf de la guerre. L'autre élément très important que Signal a mis d'en face, puis qui est très intéressant, il y a une forme de distribution et de rotation des clés dans une communication. C'est-à-dire qu'essentiellement, puis c'est très intéressant comme ils l'ont abordé, c'est-à-dire qu'une personne qui se joint à une conversation ne peut pas voir le contenu qui lui précède. C'est-à-dire qu'elle peut pas, si quelqu'un a enregistré et lui soumet le flux vidéo précédent son arrivée, les clés de chiffrement qu'elle possède ne lui permettent pas de retourner en arrière. Donc, à ce moment-là, il y a comme une temporalité sur la vie de chiffrement qui ne permet pas ce genre de choses. Et même, chose pour l'autre côté, une personne qui quitte une conversation, à ce moment-là, elle ne peut plus voir ce qui s'en vient, même si elle avait la clé au moment où elle était dans la conversation. Fait qu'il y a une mécanique de redistribution des clés de chiffrement qui se fait en cours de chemin. Donc, ce qui permet justement un élément de rotation puis justement de resynchronisation des clés. Chacun des intervenants redistribue ses clés avec ses différents partenaires. Donc, ça permet justement d'arriver à cet objectif-là qu'on est dans un contexte de bout en bout et que personne n'est capable de rejouer la conversation aussi. C'est ça qui est très important parce que l'échange des clés s'appuie aussi sur le protocole développé par Signal pour justement une communication protégée. Donc, même le serveur, en aucun cas, pourra réussir à rejouer ou à remettre les choses pour retrouver ces éléments-là. Donc, ces clés-là changent, ces éléments-là se distribuent, ce qui permet d'arriver à l'objectif de chiffrement bout en bout. Je trouvais important de faire cette distinction-là puis de faire un état. Je vais mettre dans les show notes le lien vers le blog de Signal qui est beaucoup plus loin, qui va beaucoup plus dans l'explication technique de comment chacun des éléments, les éléments vidéo, comment ils ont dû réécrire certains éléments, comment tout ça fonctionne. Vous pourrez aller lire, très intéressant. C'est ça, je trouve ça intéressant parce que, c'est sorti très récemment, c'est dans la conjecture. Et ça l'enlève un peu ce que je discutais sur le podcast avec Emeline, c'est qu'il y a beaucoup de marketing autour du chiffrement des communications sur Internet, surtout dans les communications vidéo maintenant, dans lesquels cas, il n'est pas toujours clair qu'on est dans un état de chiffrement bout en bout, c'est-à-dire que il y a vraiment personne qui peut voir le contenu, ou en chiffrement entre moi et le serveur. Dans le cas de Teams, par exemple, c'est un chiffrement entre moi et le serveur. Et le serveur voit l'ensemble du contenu puis il est capable de remixer puis il est capable d'appliquer un certain nombre d'éléments sur la conversation qui, à certains égards, peuvent être très utiles puis très communs dans un contexte vivant d'une rencontre de bureau pour pallier un peu aux effets qu'on est maintenant tous en virtuel. Ça, c'est une chose.
Par contre, ça a des limites dans la mesure où on a des conversations d'un niveau de confidentialité très élevé, c'est-à-dire on va parler de secrets d'État, par exemple, de secrets commerciaux, ou des éléments d'une très grande sensibilité qui ont un intérêt pour soit les criminels ou soit pour un État adverse ou peu importe, qui a un intérêt puis un adversaire avec des moyens suffisants pourrait y arriver. Les scénarios de risque sont plutôt tirés par les cheveux dans certains égards, mais il demeure qu'ils sont existants. Fait que dans l'absolu, en l'absence d'un chiffrement bout en bout, on ne peut pas garantir que notre information est protégée contre des yeux trop curieux à ce moment-là. On va aller peut-être même plus loin. J'avais fait enregistrer un épisode avec Frank il y a déjà un certain temps dans lequel on parlait justement de l'info nuagique publique et tous ces éléments-là de l'info nuagique privée, tout ce que ça représentait et tous les éléments qui, en fond, finalement, n'est peut-être pas si privé que ça. Puis on y avait abordé, là, vous réécouterez, je remettrai les références dans le show notes de l'épisode en question, qui était très intéressant. Mais il finissait par conclure que l'info nuagique publique est probablement la meilleure solution, dans laquelle, surtout pour le stockage, puisque ça coûte très peu cher et c'est très commode, s'il y a lieu, justement, d'utiliser des techniques de chiffrement bout en bout qui vont justement faire que le fournisseur info nuagique ne verra jamais le contenu. Puis finalement, c'est ça l'angoisse ultime des utilisateurs de l'info nuagique, c'est que le fournisseur vient de faire fouiller dans nos choses. Donc, dans un usage, dans ce contexte-là aussi, puis ils le fournissent tous sur différentes natures, là, Azure, Google, je ne sais pas, mais Amazon, je sais qu'ils le fournissent aussi. Puis tu as même l'élément de Secure Compute ensuite qui vient rajouter une couche dans laquelle on peut faire du traitement d'informations dans des processeurs adaptés qui, justement, sécurisent encore plus l'information. Fait que toutes ces structures-là sont en train de mettre en œuvre des façons d'utiliser l'info nuagique public sans que l'opérateur Azure, Microsoft, Amazon ou Google puisse venir voir le contenu. Fait que on voit que ces fournisseurs-là sont très sensibles à cette inquiétude-là, puis dans le fond, c'est leur modèle d'affaires. Donc, on revient encore sur l'importance du chiffrement à bout en bout. À l'heure actuelle, dans les logiciels commerciaux à grand déploiement, le seul que je connais qui utilise le chiffrement bout en bout dans la visioconférence, puis on parle vraiment grand déploiement, c'est Zoom. Mais encore là, puis j'avais fait référence sur l'épisode avec Emeline, faut le configurer manuellement, c'est pas natif, fait qu'il faut vraiment aller dans l'interface, puis là, je suis allé, depuis l'enregistrement, je suis allé vérifier. C'est effectivement, il faut vraiment aller dans l'interface web de notre compte. L'activer, parce que si on ne l'active pas, il n'est pas visible dans l'interface du client. Et 2, on peut le mettre par défaut. C'est ce que j'ai fait finalement. J'ai changé mes configurations justement pour que dorénavant, toutes mes conversations Zoom sont chiffrées bout en bout. Dans le fond, ça répond un peu à toutes les énoncés que j'ai faites. Puis ça répond aussi un peu quand j'ai déchiré ma chemise il y a plusieurs années, quand j'enregistrais le podcast précédent dans lequel j'étais. Justement, on avait abandonné Zoom justement parce que il y avait eu tout le fiasco que ça n'était suivi. Fait que là, maintenant que la situation est résorbée, puis dans le fond, c'est le seul fournisseur que j'ai, puis même d'enregistrement de podcast et d'enregistrement vidéo comme on a là, qui permet ce genre de choses-là. Par ailleurs, si je veux faire des affaires funky comme de la rediffusion live, de la transcription ou d'autres choses comme ça, là, je suis vraiment bout à bout et désactivé, puis c'est impossible. Mais si je fais pas d'affaires funky comme ça, juste des personnes avec qui on veut parler, puis dans ce cas, c'est enregistré localement, il n'y a aucun souci, ça fonctionne très bien. Je l'opère déjà depuis quelques semaines comme ça. Il n'y a pas de dégradation perceptible de performance. Ça vaut la peine de le mettre par défaut, à moins qu'on veut vraiment utiliser des fonctions avancées. Mais je ne suis pas un grand utilisateur de fonctions avancées, fait que ça ne me trouble pas. Sinon, il y a d'autres éléments. Je sais qu'il y a Trémont. On va peut-être aborder ça dans un autre épisode. Trémont est apparu aussi récemment, a été mis sur la carte davantage avec le fait que l'armée suisse a obligé, en tout cas, de l'usage de ce produit-là, qui est en réponse à l'interdiction de WhatsApp, par exemple. C'est somme toute un bon choix. C'est sûr que leur choix aussi est conditionné par le fait que c'est un produit suisse. Fait que c'est un peu au niveau de la souveraineté nationale, ça a son jeu, mais en même temps, ils ont tout un volet de chiffrement bout en bout et de sécurité qui est, somme toute, relativement équivalent à Signal, ce que je peux avoir lu jusqu'à présent. J'ai pas fouillé jusqu'au bout, mais bon, on arrive jusqu'à ce genre de choses. Mais bref, pour terminer, puis comme j'avais fait le même avertissement, en somme toute, dans l'épisode avec Emeline,
Le défi, c'est de savoir comme consommateur, comme personne. Là, moi, c'est un épisode plus technique, fait que là, je présume que vous êtes capable de fouiller. C'est vraiment de fouiller puis de savoir vraiment qu'on a la vraie chose. Parce que le petit cadenas qui est maintenant d'ailleurs apparu, ou le petit bouclier qui est apparu dans Teams, par exemple, ne fait pas que le chiffrement est de bout en bout. Il fait juste un chiffrement entre le client et le serveur selon les conditions qui sont dans les choses de Microsoft. Donc, il faut vraiment aller vérifier ce genre d'éléments-là. S'assurer qu'on est vraiment dans un contexte de chiffrement bout en bout. J'aime la transparence de Signal parce qu'eux sont ils rendent ça en plus disponible leur code. Donc, il est audité, puis il est vérifié, puis tous ces éléments-là. Le seul enjeu, c'est qu'eux ne sont pas, c'est pas payant, ils fonctionnent sur les dons. C'est heureux qu'ils soient capables de fonctionner et qu'on puisse tous en bénéficier. Moi, ça ne me dérangerait pas de voir à payer un montant, un petit montant justement associé à ça, justement pour faire vivre ce service-là. Ce que Trema, eux autres, exigent, l'acquisition de l'application, elle a des frais. C'est un one-shot, c'est pas si pire. Puis Trema, de toute façon, est dans un autre univers, mais j'ai pas fait l'inspection jusqu'au bout, fait que je peux pas en parler. Et bref, moi, je voulais juste parler du chiffrement bout en bout, dans Signal, dans le vidéo, comment ça fonctionne un peu. Fait que là, je dépasse un peu le sujet, fait que je vais arrêter là-dessus. Épisode assez court, j'essaie de tenir des sujets techniques plus courts comme ça. Justement pour amener des éléments. Si vous aimez, laissez-moi une note, j'en ferai d'autres. Puis peut-être que juste le goût de le faire va être suffisant pour que je le fasse pour mon propre plaisir. Fait que merci beaucoup, à la prochaine.